Au XXe siècle, l'humanité s'enfonce dans la guerre, fruit du revanchisme, de la haine et du totalitarisme. En effet, ce ne fut pas un siècle de tout repos, de la Première Guerre mondiale à la guerre froide en passant par la Seconde Guerre mondiale. Dans cette série de 3 vidéos, je vous propose de partir à la découverte de ces conflits majeurs qui ont bouleversé l'histoire de notre pays et du monde entier. Et pour cela, nous nous rendons au musée d'art militaire de Vincennes. Pour cette première partie, nous allons nous concentrer sur la Première Guerre mondiale. Au programme, la vie du soldat dans les tranchées, ainsi que l'évolution de l'équipement qu'il avait à disposition. En 1914, les Allemands se font stopper à moins de 30 km de mon lieu d'habitation. Il y a eu des combats dans ces régions sur une période comprise entre août et septembre qui ont été décisifs pour la suite de la guerre. En arrêtant l'avance des armées assaillantes du col de la Chipote au Grand Couronné de Nancy, en passant par la Trouée de Charmes, la France a sauvé son armée, mais la guerre, malgré toute la violence de la bataille des frontières, ne faisait que commencer. La guerre de mouvement se transforma en une guerre de position, et les tranchées devinrent la nouvelle armure du soldat contre l'artillerie et les assauts ennemis. La tranchée est indissociable de la Première Guerre mondiale, tant son utilisation est devenue centrale dès la fin des premières offensives de juillet à octobre 1914. Surtout sur le front de l'Ouest, mais également sur les autres. La généralisation de la tranchée est une réponse défensive à un mouvement entamé depuis le milieu du 19e siècle. Un mouvement technique et technologique. Mais avant de comprendre pourquoi, revenons aux bases en nous posant une question simple. C'est quoi une tranchée ? De sa forme la plus pure, il s'agit d'un trou longiforme, souvent profond et étroit. Mais cette définition ne suffit pas. Elle est même plutôt diminutive. Pour se protéger, les soldats creusent, en moyenne jusqu'à 3 mètres, afin de maintenir leur position. Et bien vite, un réseau complet de boyaux ramifiés tranchait le sol partout en Europe. Divisées en rôle et en utilisation, les tranchées en arrière-ligne permettaient de maintenir une réserve de soldats et de matériel à bonne distance des combats. En soutien, une seconde ligne permettait d'offrir une profondeur défensive en cas d'assaut ennemi réussi, ou une protection lors des bombardements d'artillerie. La première ligne était elle-même constituée de plusieurs lignes. C'est de là que les soldats attendaient pour assaillir l'ennemi, cachés dans des systèmes similaires, ou qu'ils se positionnaient, prêts à défendre en cas d'attaque. Ces réseaux étaient construits en zigzag et en angle serré afin d'éviter des tirs dévastateurs venus d'ennemis qui auraient réussi à infiltrer les boyaux. La guerre des tranchées est synonyme de Première Guerre mondiale. Mais alors pourquoi ? Pourquoi les soldats se sont mis à creuser ? Comme je l'ai dit, la tranchée est un système défensif mis en point pour résoudre un problème, celui de la létalité du feu. Revenons un peu en arrière. Durant l'Ancien Régime et jusqu'à la période napoléonienne, le combat de ligne est la forme naturelle du combat. Deux lignes de soldats se faisant face, tirant jusqu'à ce que l'une d'elles perde sa cohésion et s'effondre. Les lignes et les charges d'infanterie n'étaient pas une absurdité à une époque où la précision des fusils ennemis est une chose tout à fait relative. Mais durant le siècle qui suivit la chute de Napoléon Ier, ces fusils sont devenus bien plus précis et capables de tirer sur de plus longues distances. Ainsi, avec un fusil français modèle 1777, utilisé en masse sous le Premier Empire, l'on pouvait faire feu sur une cible distante au maximum d'un peu moins de 300 mètres. Là où un fusil chasse-peau de 1866 était capable de tirer au mieux sur 1,5 km. Le premier avait une efficacité convenable sur une centaine de mètres, le second doublait cette distance. Un soldat armé du premier pouvait tirer 2 ou 3 coups par minute. Armé du chasse-peau, il pouvait atteindre 14 coups. Et cela vaut également pour l'artillerie. Les canons sont bien plus précis, tirent plus loin, et les obus sont également bien plus destructeurs, notamment à partir de 1885, comme nous l'avons déjà évoqué dans notre documentaire sur la ligne serrée de Rivière. Et des exemples de cette puissance décuplée existent durant le 19e siècle. La guerre de Crimée entre 1853 et 1856, opposant la Russie aux Ottomans, à la France et au Royaume-Uni, ou la campagne d'Italie de Napoléon III en 1859. Et encore, la guerre de sécession aux USA entre 1861 et 1865. Et bien sûr, la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871. À chaque fois,
Les soldats se retrouvaient face à une puissance de feu toujours plus dévastatrice, à tel point que parfois, les combats de ligne se transformaient en combats de tirailleurs. Les soldats obligés de se mettre à couvert, agissant en autonomie, tant le chaos rendait les ordres difficiles à arriver. La tranchée est donc la réponse à cette toute nouvelle puissance. Elle a pour but de protéger le soldat des tirs de fusil ou des éclats d'obus, alors qu'il attend l'assaut, le sien ou celui de l'ennemi. Parce que oui, malgré cette puissance, les commandements n'ont pas encore conscience de ces évolutions. Et les officiers français au début de la Grande Guerre pensent encore que le moral supérieur de l'assaillant triomphera aisément sur le feu ennemi. Bien sûr, il n'en est rien. Et la tranchée est devenue le symbole des assauts inutiles et de l'incompétence des officiers n'ayant rien compris à l'emploi des nouvelles technologies meurtrières. Cette vision, bien que vraie dans une certaine mesure, reste à nuancer. Nous avons un recul qu'eux n'avaient pas. Et même si l'adaptation s'est faite dans la violence, le commandement a pris tout de même en compte les enjeux de la guerre industrielle. Et oui, un général ne va pas envoyer délibérément à la mort des gens dont il a besoin pour tenir le front. Sinon, c'est soit un traître, soit un incompétent. Et dans ce second cas, il est vite muté à Limoges. Vous savez, loin du front, là où il ne se passe jamais rien. Et où il ne pourra gagner aucune médaille. La tranchée apparaît donc comme un moyen de défense naturel. Mais elle signe aussi la fin et l'échec de la guerre de mouvement sur le front de l'Ouest. Lors de la bataille des frontières en Lorraine, les Allemands sont repoussés et à bout. Mais les armées françaises dans la région n'ont également plus l'énergie pour continuer leur mouvement. La bataille de la Marne entre le 5 et le 12 septembre met en échec le plan Schlieffen. Puis, plus au nord, les armées tentent des contournements et des attaques de flanc qui les étirent vers la Manche dans ce qui sera nommé la course à la mer. La tranchée devient, dès la fin 1914, un lieu de vie pour des millions de jeunes hommes français, britanniques, belges, allemands, austro-hongrois et russes, et plus tard, italiens et états-uniens. Un lieu de vie temporaire entre la première ligne et la seconde au gré des relèves et des roulements. Malgré cela, c'est tout de même une vie dans des conditions désastreuses. On pourrait se demander comment, durant toute la guerre, les millions de soldats mobilisés, 8 en France et 13 en Allemagne, ont collectivement supporté autant de violence. On pourrait penser que le patriotisme et la protection de la patrie suffisent à insuffler l'élan de morale et de résignation nécessaires, et que l'éducation revanchiste républicaine ait suffi à formater l'esprit des poilus. Mais s'il y a bien une part de vérité là-dedans, c'est en réalité une réponse bien plus concrète. Le soldat défend sa famille, ses terres s'il en possède, et il ne veut pas voir le Prussien dévaliser ses biens, brûler sa maison, agresser sa femme, ses filles et égorger ses fils. Et vivre dans ce lieu boueux, infesté de rats et de maladies, pas lavé, pas rasé, sans intimité, est un moindre mal devant l'espoir d'épargner aux siens l'invasion et ce qu'elle engendre. La tranchée est un lieu de vie austère et la mort n'est jamais loin. Le combat évidemment, mais le soldat avait de bien nombreux et différents ennemis. Les rats attirés par la nourriture, véhiculaient avec les poux également présents nombre de maladies telles que la dysenterie, le typhus ou le choléra entre autres. La propagation de ces maladies était fortement aidée par l'insalubrité. C'est aussi un milieu humide et froid, favorisant l'apparition d'engelures ou de gangrènes. Une simple blessure légère pouvait provoquer la mort. La mort n'attend pas. Elle n'attend pas la charge, le déferlement d'hommes sur la terre brûlée par le feu et le métal. Bien à l'abri dans leurs tranchées, les soldats subissent le bombardement, les tireurs d'élite, les assauts ennemis, à n'importe quelle heure. Pour défendre les boyaux, la ligne de soldats ne suffisait pas toujours, et des lignes de mitrailleuses étaient disséminées, leur ligne de tir calculée et précise, l'arme défensive par excellence, fauchant avec une rapidité implacable les vagues d'ennemis. Les servants d'une arme aussi dangereuse étaient des cibles privilégiées, et leur durée de vie en était largement affectée. Pour viser l'intérieur d'une tranchée avec précision, ou n'importe quel point sans ligne de vue, le mortier est l'arme parfaite. Présente dans les boyaux, le mortier de tranchée est une petite pièce d'artillerie légère, symbolisée par la pièce française nommée crapouillot. Ils étaient parfois sortis d'arsenaux centenaires, datant de la dernière monarchie française, mais les utiliser revenait à avoir une riposte ennemie précise, et les fantassins qui en étaient victimes voyaient d'un très mauvais œil les servants d'artillerie venir et repartir se mettre à l'abri, les laissant à la merci des tirs allemands. L'arme ultime de la guerre des tranchées, l'artillerie, responsable de plus de la moitié des pertes totales parmi les soldats de l'ensemble du conflit. Elle pilonnait les tranchées et même quand elles ne touchaient pas, les éclats projetés devenaient à leur tour des armes mortelles.
Arme facilement adaptative, elle pouvait servir à cacher une attaque d'infanterie, à affaiblir des défenses sur un point précis ou faire taire les canons d'en face. Ces projectiles pouvaient ravager les plus solides défenses. Ils étaient explosifs, au shrapnel, incendiaires et même à gaz, de quoi s'assurer qu'aucun problème ne puisse être réglé par l'artillerie. Avant d'être envoyé par obus, le gaz était une arme fluctuante. Déversé dans l'air, l'on comptait sur le vent pour l'envoyer ravager la tranchée adverse. Dévastateur mais à double tranchant si le vent tournait subitement. Malgré une capacité mortelle moindre, le gaz était responsable de nombreuses blessures et détériorait encore les conditions de vie. Des groupes de soldats pouvaient se faufiler la nuit dans les défenses ennemies pour effectuer des raids, tuer ou capturer dans le but d'obtenir du renseignement. Sans être décisives, ces actions rajoutaient à la peur permanente que même la nuit ne venait pas tarir. Une fois le combat passé, l'heure pour les vivants était aux corvées. Ils pouvaient préparer les repas, nettoyer certains endroits de leur lieu de vie, réparer ces derniers, notamment dans les souterrains pour rester protégés des tirs ennemis. Lorsque vient la nuit, certains quittent la protection relative de leurs boyaux pour rejoindre le No Man's Land, afin d'y replacer des barbelés ou avancer de quelques mètres la ligne en creusant une nouvelle galerie dans l'obscurité dangereuse d'une nuit sur le front de l'Ouest. L'angoisse de l'attente devenant parfois un ennui, la seule imagination ne suffisait pas. Certains lisaient, d'autres développaient leur journal intime ou écrivaient à leur famille, gardant ce lien avec les siens à l'arrière dans ces échanges épistolaires. Certains produisent de l'art. Ils dessinent ou ils prennent ce qu'ils ont sous la main pour en faire des sculptures. Ce n'est donc pas rare de trouver des douilles de balles ou d'obus connaître une seconde vie après le carnage du feu. La lente et calme pratique artistique presque artisanale, donnant même une pratique officielle, l'artisanat de tranchées. L'uniforme français, c'est toute une histoire. La simple évocation du pantalon rouge Garance suffit à lui plaquer tous les ratés de ce début de conflit. Il aurait, soi-disant, fait des Français des cibles faciles. Certes, cet uniforme n'était pas adapté au conflit qui débutait en 1914 et dont l'ampleur dépassait l'imagination des contemporains. Mais la couleur voyante du pantalon n'explique pas tout. Pire même, l'on jugeait que l'uniforme de la défaite de 1871 serait celui de la revanche, et qu'un uniforme prestigieux et beau donnait du moral à son porteur. Pourtant, la nécessité de le changer était déjà connue. Les autres nations européennes avaient déjà passé le cap de la discrétion après les conflits des bourgs, des boxeurs et des Balkans, et il ne restait plus qu'au gouvernement de faire de même. En 1910, une commission dirigée par le général Dubail fut chargée de mettre au point une tenue moins voyante, accouchant de l'uniforme Reseda gris et vert en 1911. Une proposition réussie mais vite oubliée pour des raisons politiques et médiatiques. Le journal L'Écho de Paris parle de l'amoindrissement de l'influence morale et du prestige de l'officier qui doit descendre au niveau de ses soldats, tout en y voyant un complot franc-maçon. Sans pâlir devant la comparaison germanique, où l'officier pourtant noble n'est pas tant remarqué par sa tenue. En juillet 1914, la Chambre vote pour l'adoption d'un drap plus terne de teinte grise. En décembre, l'uniforme dit bleu horizon était prêt, mais loin de pouvoir équiper toute l'armée. C'est pourtant bien à la tête que le nombre de blessures inquiétait. Le soldat français disposait d'un képi loin d'être une protection suffisante contre les éclats d'obus et les projectiles légers. L'ingénieur et intendant Louis Adrian fut amené à concevoir le premier casque métallique français qui allait porter son nom. Un prototype est présenté en avril 1915 au général Joffre, puis sa production débute pour atteindre plus de 50 000 par jour. La généralisation de ce nouvel uniforme ne sera complète qu'au début de l'année 1916, mais il n'est pas exempt de défauts. Les chaussures ne sont pas étanches et une bande moltière en tissu doit être enroulée autour. De leur côté, les Allemands ont des bottes bien plus pratiques. Le fusil Lebel est la première arme individuelle à utiliser la nouvelle poudre sans fumée, inventée par le chimiste Paul Vieille en 1885 en remplacement de la poudre noire. Cela permettait un tir visuellement plus discret mais aussi bien plus puissant. Il apparaît dans le cadre des nouvelles recherches techniques visant à remplacer le fusil chasse-peau et ses dérivés, comme le Gras modèle 1874. Les tendances de cette période tournent autour de la répétition rapide du tir, grâce à un chargeur. C'est une arme bien conçue et largement en avance, mais dès lors que les pays européens adoptent à leur tour la poudre B, son rechargement utilisant le système Kropatschek s'avère moins rapide que ceux utilisant des chargeurs,
car le soldat devait placer les cartouches une par une. Pourtant le Lebel n'est pas remplacé, et sa production continue encore quelques années après la guerre. Il est pourtant accompagné à partir de 1915 du Berthier 1907-1915 sans être remplacé. Ce faisant, le Lebel continue d'être l'arme principale de l'infanterie française, le Berthier étant confié aux troupes coloniales. La tranchée apparaît comme la réponse à la létalité du feu, un lieu nécessaire imposé par le besoin de se protéger, mais qui reste insalubre et peu confortable. La tranchée est également le symbole de la guerre industrielle, de la vulnérabilité de l'homme face au massacre de la guerre moderne. Par la forme que prit la guerre, le soldat et son équipement durent évoluer, s'adapter à l'environnement, au climat, et le protéger au mieux des blessures les plus communes. Dans ces tranchées, le poilu attend l'assaut inexorable de l'ennemi. Il se défend son pays et sa famille restée loin du front. Dans ces tranchées, le poilu attend le coup de sifflet avant la course infernale, foulant la terre carbonisée entre les balles et les obus. Dans ces tranchées de vie et de mort, l'ennui fait face à la lecture, à l'écriture, au dessin et à l'artisanat, même si ce dernier ne provient au fil du temps plus de la première ligne. Dans le prochain épisode, l'occupation, la résistance et la libération. De 1940 à 1944, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale.